Bienvenue à cette conférence consacrée à la mise à jour de l'empreinte carbone donc de la luzerne déshydratée. Donc, pour laisser un petit peu les personnes venir, on va vous dire que je pense que chacun commence à avoir un petit peu l'habitude donc de ces conférences en ligne. Vous précisez que vous pouvez tout à fait poser vos questions sur le chat, donc qui est juste à droite de votre interface Teams. Donc, je suis ici avec Denis Le Châtelier, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent très bien, qui donc remontera vos questions. Et vous précisez que l'on enregistre cette conférence, voilà, c'est donc par courtoisie, de façon à pouvoir ensuite revenir sur les points saillants de cette réunion. Voilà, je vais me présenter pour commencer. Donc moi je suis Yann Martinet, directeur adjoint de la coopération agricole Luzerne de France. Donc je suis plus particulièrement chargé des questions agro-industrielles et environnementales au sein de l'équipe. Équipe qui est donc dirigée par Éric Guimot, donc ici présent, qui vous a accueilli aussi tout à l'heure, donc directeur de la coopération agricole Luzerne de France. Et donc, nous allons donc organiser cette conférence avec nos collègues de l'INRAE qui sont ici présents. Donc, Pascal Thiebaud, qui est la cheville ouvrière de ces travaux pour INRAE et qui est donc ingénieur d'études donc à l'INRAE de Reims. Et également Sylvie Recou qui doit être là, qui dirige cette équipe et qui nous fait l'amitié d'être présente également. Voilà. Éric Guimot, peut-être, veut dire un petit mot également d'accueil. Oui, bonjour à tous. Donc Éric Guillemot, moi je suis le directeur de cette organisation depuis 1993. Donc pour certains d'entre vous, vous me connaissez dans le cadre de cette fonction. Nous avons souhaité faire une conférence de presse pour faire le point sur le sujet de notre consommation d'énergie, les efforts que nous réalisons à une période où c'est extrêmement important. C'est un sujet très sensible. Vous avez vu que la Commission européenne a lancé un grand projet qui s'appelle le verdissement de la PAC. Et donc, ce pacte vert de la Commission européenne, c'est un projet politique extrêmement ambitieux pour les futures années jusqu'à 2030. Et il y a beaucoup d'argent qui vont être mis dessus pour relancer l'économie européenne après cette crise du Covid, dans le cadre notamment du verdissement de l'économie. Donc, il était important pour nous de faire un point sur ce que nous avons réalisé depuis plusieurs années, vous dire où est-ce qu'on en est, et puis ainsi dire quand même les effets extrêmement positifs de notre action depuis plusieurs années, poser ainsi les bases d'une construction à venir sur justement le pacte vert et les plans de relance. Donc on a prévu de vous parler de plein de choses. Alors on va attendre quelques instants parce qu'il y a toujours non pas le quart d'heure, mais quelques minutes liées au quart d'heure agricole, là ce sera un peu moins, de manière à accueillir quelques éventuelles personnes en retard pour vous dire ce que l'on a fait, pourquoi on l'a fait, où est-ce qu'on en est, et répondre à toutes vos questions et vous dire que peut-être que l'image de la luzerne déshydratée chez vous, c'est une image d'un secteur qui consomme de l'énergie. Alors, c'est pas faux, c'est pas faux. Toutes les industries consomment de l'énergie et la filière de la luzerne déshydratée consomme de l'énergie. Toute activité humaine consomme de l'énergie. Et ce n'est pas ce sujet tel que cela qu'il faut l'aborder, mais c'est de dire nous consommons de l'énergie, mais combien est-ce que nous consommions avant? Quels sont les efforts qu'on a réalisés? Et puis en même temps, combien, donc en énergie, c'est le carbone que l'on consomme, et aussi combien de carbone nous produisons. Donc de quelque part, plutôt faire un bilan de ce carbone, plutôt que de dire oui, vous êtes consommateur d'énergie. Vous l'êtes tous, moi aussi, lorsque je prends le train, ma voiture ou autre. Donc c'est plutôt un débat un peu plus poussé que cela qu'on souhaiterait, et vous dire que nous ne sommes pas de mauvais élèves, bien au contraire, nous sommes plutôt parmi les bons élèves. Alors je ne vais pas déflorer cette conférence dans son intégralité en vous donnant l'ensemble, mais pour nous la nécessité d'expliquer un peu ce que nous faisons, ce que nous avons fait, et puis répondre à vos questions surtout. Bon, voilà, c'était un peu l'objet à une période où justement le pacte vert est un dossier qui est important depuis le début de l'année pour la relance de l'économie.
Il est actuellement, il est 14h36. On va peut-être pas attendre la fin, 14h45, le quart d'heure pour commencer. Et aussi, je n'ai pas regardé les membres présents, je vais les regarder et les lister. J'aperçois dans la liste de personnes présentes, j'aperçois beaucoup de monde. Yann, tu peux. Alors, je vois Adrien Cahuzac, qu'on connaît bien, que je salue. Aline Vaquet, j'espère que je n'écorche pas votre nom. Claude Billot, qui fait partie de l'entreprise Desialis. Céline Fricotte, qui est de la France Agricole. Delphine Jeanne, je ne me souviens plus l'organisation Delphine. Nous avons aussi Denis Le Châtelier, qui est notre conseil en communication, que vous connaissez tous. Je vois Entraide. Alors, Entraide, si je me souviens bien, c'est M. Lombard qui est là pour Entraide. Je vois Gabriel Omnes, que nous connaissons bien. Frédéric Hénin, qui est présent. On a beaucoup de monde, hein. Vous verrez la liste d'ailleurs, il suffit de cliquer sur les participants pour voir. Je crois qu'on a suffisamment de participants pour débuter notre conférence. Hein, c'est ce qu'on va. Ce sera un peu ma conclusion. Désolé pour les gens que je n'ai pas salués. Si quand même, je vais saluer Sylvie Recou, directrice de l'INRA à Lan, et bien sûr Pascal Thiebaud, qui est l'un des principaux intervenants de cette conférence de presse qui va nous présenter ses travaux réalisés. On y va, Yann, on commence par dérouler dans notre PowerPoint. Alors, ce PowerPoint est bien sûr à votre disposition. Je crois qu'il est bien prévu de vous l'adresser. Donc, n'essayez pas de prendre des notes. Évidemment, les notes sont les bienvenues, mais le PowerPoint vous est adressé quelques minutes après cette conférence, ainsi qu'un communiqué de presse. Donc, c'est quand même intéressant. Et si vous le souhaitez, on pourra vous adresser l'enregistrement de cette conférence pour vous permettre d'être très à l'aise. C'est l'objet de l'enregistrement que nous faisons. Et l'enregistrement que nous faisons en même temps sert à être distribué à certains de vos collègues qui ne peuvent pas être présents, parce que l'agenda de tout le monde est forcément toujours un peu compliqué. Donc on y va, Yann? On y va. Il faut que moi-même j'affiche. Alors, est-ce que ça défile bien? Non, moi je ne l'ai pas, mais c'est pas un sujet. On va la refaire. Alors. Donc je continue pour vous dire qu'on a prévu quand même un délai très limité parce que votre temps est précieux. Je pense que vous avez plein d'autres activités. Donc je vais faire une très brève introduction. Alors pourquoi réaliser une ACV Luzerne, une analyse cycle de vie Luzerne? Alors bon, je passe sur cette diapo rapidement. C'est envers les départements où nous sommes implantés et avec le lieu d'implantation de nos usines et les chiffres clés que vous avez. Je ne les commande pas, vous les avez. Peut-être vous dirais-je que sur la récolte 2020, cette année, nous avons subi une des récoltes, les pires récoltes que nous ayons subies depuis plus de 20 ans, avec une baisse de près de 17%. C'est catastrophique en termes de rendement, c'est lié aux conditions météorologiques qui se succèdent avec une sécheresse l'été. C'est absolument catastrophique en ce qui concerne notre secteur en termes de production. Ça ne nous est jamais arrivé. C'est une année noire en termes de production. C'est ce qu'on doit noter sur cette année en termes de synthèse. La suivante. Alors, c'est quoi notre métier? C'est de récolter un produit hétérogène et le transformer en un produit parfaitement homogène pour répondre aux normes et aux exigences de l'alimentation animale. Alors, en vert clair, c'est ce que fait l'agriculteur. En vert foncé, c'est ce que réalise l'ensemble des usines de déshydratation. On récolte, on transforme, on stocke et on livre. Donc, un point à retenir, peut-être atypique dans notre filière, ce sont les usines qui assurent la récolte et le transport du champ jusqu'à l'usine. C'est vraiment chez nous que ça se passe, dans le métier de déshydrateur. La suivante. Alors, pourquoi est-ce que... alors, nous avons réalisé une prise de conscience du dossier carbone assez tôt. Je dirais que d'abord, c'est presque normal qu'on réalise cela parce que c'est la mission quand même d'une fédération professionnelle que d'avoir un rôle de vigie et d'étudier les signaux faibles qui existent. Et il y avait quand même un certain nombre de points qui apparaissaient dès la fin des années 90 sur le fait que le carbone, c'était un sujet d'actualité
Il y a eu le sommet de Rio en 1992. La notion de développement durable a été précisée avec une définition très claire. Il y a eu aussi la signature du protocole de Kyoto en 1997, qui a expliqué tout l'intérêt et toute la nécessité de travailler sur cet aspect du carbone. Et puis, ça nous a conduit quand même, next, si on regarde la suivante, et puis la suivante, ça nous a conduit en 2001, donc très très rapidement, vous voyez, par rapport au traité de Kyoto, à vouloir faire un état des lieux, où est-ce que nous étions dans notre consommation de carbone. Alors vous me direz, c'était il y a longtemps. Oui, c'était il y a longtemps. Probablement, nous étions en avance. J'aime pas cette expression, mais probablement, nous étions en avance. Et ça nous a conduit à vouloir regarder si nous étions performants en termes de nombre de thermis qu'on dépensait pour élaborer un litre d'eau. Et nous avons confié cela à un cabinet internationalement reconnu, qui est le cabinet SNC-Lavalin, un cabinet qui est canadien, pour vérifier comment faisaient d'autres partenaires, d'autres filières pour évaporer de l'eau, différentes matières comme le thé, comme la céramique et autres. Et donc, nous avons eu ce rapport en 2003, un rapport SNC-Lavalin, et puis nous avons commencé à travailler sur les pistes d'amélioration. Les pistes d'amélioration, ça a été très clair, ça a d'abord été de travailler sur le prépanage au champ, ce qui justifie la diapo précédente que vous avez vue rapidement, puisque si on rentrait une matière première dans l'usine avec 70% d'eau, d'humidité, au lieu de 75% d'humidité, ça nous faisait économiser 20% d'énergie. C'était extrêmement intéressant, extrêmement rentable. Et donc, voilà, c'est cette diapo que vous avez sous les yeux, vous voyez, 75%, 5 points d'humidité, ça économise 0,5 tonnes. 0,5 tonnes, c'est 20% d'économie d'énergie. Pas tout à fait, mais globalement, c'est ce qu'il faut retenir. Si je reviens sur la diapo que j'étais en train d'évoquer, et donc, nous avons réalisé avec M. Thiebaud, dès 2006, un état des lieux de ce qu'on appelle l'analyse cycle de vie, pour vérifier un peu où est-ce qu'on en était. Et malgré tout, dès cette année 2006, on a un constat, on n'était pas si mauvais que ça. On a fait une mise à jour de cela, je crois, aux alentours des années 2010-2011. Je laisserai M. Thiebaud le confirmer. Et aujourd'hui, on va vous présenter la deuxième mise à jour qui porte sur la période 2016-2019. Donc voilà, très rapidement, en synthèse, une prise de conscience très très tôt, en 2001, la volonté de vérifier nos pistes d'amélioration, on verra comment on l'a fait avec Yann, et surtout la volonté de mesurer l'état de départ et puis de mesurer l'effet de nos améliorations sur le système. Voilà en introduction ce que je voulais vous dire et je laisse la parole immédiatement à Pascal Thiebaud qui va vous présenter l'étude qu'il a réalisée sur la situation dans notre secteur. Merci Eric, la parole donc est à vous, Monsieur Thiebaud. Merci. Bonjour mesdames et messieurs, merci monsieur le directeur. Donc le travail que je vais vous présenter, comme l'a dit monsieur Guillemot, donc c'est une mise à jour du travail précédent qui avait été réalisé de 2006 à 2009. Donc on va passer sur l'autre diapositive s'il vous plaît. Et donc voilà, c'est un travail qui a été fait en collaboration donc avec Sylvie Recou, qui est directrice de recherche avec laquelle je travaille ici à Reims. Diapositive suivante, et qui pourra intervenir si jamais il y a des choses, des éléments d'appréciation ou complémentaires à apporter. Donc le contexte de l'étude, bon, tout le monde le connaît, hein, on est dans une phase de réchauffement climatique. Qui a considéré à évoluer le concept de stockage de carbone par les cultures comme un des éléments possibles pour quantifier les impacts de l'activité agricole sur l'environnement, d'une part, et comme un des leviers aussi possibles d'atténuation des effets de l'activité humaine sur le climat. Alors, il y a plusieurs moyens qui sont envisageables.
Et l'un des moyens possibles pour l'activité de déshydratation, eh bien, c'est de limiter le recours aux énergies non renouvelables. Alors, cette limitation passe d'une part par une réduction des besoins en énergie, comme l'a évoqué M. Guillemot, notamment la mise en œuvre de techniques de préfanage pour réduire le besoin énergétique, et ensuite par une utilisation des sources d'énergie renouvelables, notamment des énergies qui sont issues de la biomasse. Donc l'objectif de cette étude, c'était de mettre à jour le bilan environnemental réalisé en 2011. En 2011, nous montrions déjà qu'on approchait du point d'équilibre sur le bilan énergie entre la production de la culture et l'énergie utilisée en cours de processus de production, donc tout ce qui se passe à l'usine. Et deuxièmement, on montrait également que le bilan carbone était déjà excédentaire d'environ 200 kg par tonne de luzerne déshydratée, bilan établi entre la fixation de carbone atmosphérique par la culture et les émissions de carbone induites au cours du processus de production. Donc, l'objectif de cette étude servira également à mettre à jour la base de données Agribalise, qui est une base de données ADEME-INRAE, et qui permet donc de réaliser l'inventaire des cycles de vie. Et donc, c'est un outil ensuite d'analyse multicritère MINS qui sera utilisé pour compléter l'analyse de cycle de vie de la filière luzerne. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc la façon dont nous avons procédé est la suivante. Donc, la collecte des données a été réalisée auprès du groupe Luséal, qui est un groupe coopératif et qui a été partenaire du précédent travail. Donc, nous sommes appuyés sur 4 unités de production, dont 3 sont issues du groupe de l'échantillon de 2011 d'études, et de 4 années de collecte, donc de 2016, des campagnes de 2016 à 2019, qui est un échantillon considéré comme une taille suffisante en termes d'années pour voir les évolutions techniques, et qui correspond également à la période d'études que nous avions réalisée en 2011, puisque nous étions appuyés sur les années 2006 à 2009. Donc, cet échantillon est représentatif de 29% de la production nationale donc cette année-là, en 2020, et par rapport à 2011, où on avait une taille d'échantillon qui représentait 17% de la production nationale. Alors, les différentes évolutions qui sont apparues, 2006-2007, sont considérées comme les années de référence de notre travail, parce que ce sont 2 années où il n'y avait aucune évolution technique, ni au champ, ni en usine, tant sur le bilan carbone que sur les modifications des sources d'énergie. 2008-2009, il y a eu la mise en place au champ du préfanage à plat, ce qu'on appelle. Donc, on laisse le fourrage 24 à 48 heures sécher après la fauche au champ, avant de le mettre en andin et de le récolter. Et au niveau des usines, il y a eu la mise en place d'essais de substitution de charbon et de lignite par des plaquettes de bois forestières en mélange donc à l'élément charbon. Et enfin, la dernière campagne d'études, 2016-2019, alors, excusez-moi parce que j'ai... Voilà, en usine, la mise en œuvre, il y a eu la mise en œuvre de fours adaptés à l'incorporation massive de biomasse comme source d'énergie, voilà, pour pouvoir incorporer donc des quantités beaucoup plus importantes que celles testées lors des phases de 2008, des années 2008-2009. Diapositive suivante. Dans un premier temps, on va regarder les éléments du bilan énergie. Donc, sur la gauche, on a porté les éléments du passif et sur la droite, les éléments de l'actif. Donc, le passif est constitué par l'ensemble des énergies des combustibles, l'énergie contenue dans les carburants,
et ceci de la phase d'implantation, donc du travail du sol pour mettre en place la culture de luzerne, jusqu'à la récolte et l'entrée, l'apport de l'usine l'apport de la luzerne dans la luzine, excusez-moi. Donc le bilan des carburants considère toute cette étape, y compris les carburants utilisés par l'usine de production. Et ensuite, en dernier élément, on considère également l'énergie électrique de l'usine, puisqu'il y a des consommations qui ne sont pas négligeables. À l'actif, donc on considère l'énergie contenue dans une tonne de luzerne déshydratée, et nous avons retenu la teneur en protéines de 18,2%, qui correspond à la moyenne des productions livrées à Desialis, qui est un groupe de commercialisation de luzerne, de 2016 à 2019. Donc c'est une teneur de protéines représentative voilà, de ce qui est produit et de ce qui est commercialisé. Où est consommée l'énergie dans le processus? Eh bien, de 2006 à 2007, donc on voit, donc en abscisse, vous avez les années d'études, et en ordonnée, l'énergie consommée par tonne de produit fini exprimée en gigajoules par tonne. Donc, avec la légende qui vous montre donc l'énergie non renouvelable en gris, en vert l'énergie renouvelable, en violet l'énergie électrique consommée, en blanc l'énergie utilisée pour la récolte, et en marron, l'énergie utilisée pour mettre en place la culture. Donc on voit que là, déjà d'une manière générale, que la part de l'énergie issue des énergies non renouvelables, donc du charbon et de la lignite, est très importante dans le processus de déshydratation du fourrage. Donc de 2006 à 2007, eh bien, on n'avait pas d'énergie renouvelable, et nous étions autour de 9,2 gigajoules par tonne de luzerne déshydratée au total, total énergie consommée plus voilà, l'énergie des différents postes, en moyenne sur 2006-2007. Et on voit cette réduction dès la mise en place du préfanage à plat et en même temps de l'incorporation des plaquettes de bois forestières, donc 2008-2009, pour arriver cette année, donc 2018, enfin ces dernières années, 2018 et 2019, à une réduction drastique de l'énergie consommée, puisque nous arrivons aujourd'hui à 3,8 gigajoules par tonne de luzerne déshydratée pour une tonne de luzerne déshydratée. Diapositive suivante, voilà. Donc à l'actif du bilan, donc on compte l'énergie contenue dans une tonne de luzerne à 18,2%. Avec les dernières tables de l'INRAE de 2018, on arrive donc à 5,5 gigajoules par tonne de luzerne déshydratée, ce qui correspond à 0,75 unités fourragères lait par kilo de fourrage. Le bilan énergie, donc actif moins, actif moins passif. Donc on voit que ce bilan était extrêmement déficitaire sur les années 2006-2007, puisqu'en moyenne on était à moins 3,6 gigajoules par tonne de luzerne déshydratée, et qu'au fil des années, cet écart s'est réduit, donc avec un effet significatif déjà dès 2009, qui a continué de se réduire pour arriver sur les dernières années 2018 et 2019 à un excédent d'1,2 gigajoules par tonne de luzerne déshydratée. Voilà, avec des écarts qui sont hautement significatifs. Par rapport donc maintenant à l'aspect carbone, donc le bilan, on a procédé de la même manière, donc avec sur la gauche un passif constitué du carbone des combustibles, du carbone des carburants, de l'implantation jusqu'à l'entrée usine, et du carbone du kilowattheure électrique entrée usine. Alors ce carbone du kilowattheure entrée usine, c'est un élément assez récent, puisqu'il est pris en compte dans les analyses de cycle de vie depuis les années 2010-2011. Et aujourd'hui, donc, on a l'ADEME en relation avec Enedis, les producteurs d'électricité. Ils ont calculé une valeur équivalent carbone du kilowattheure produit jusqu'à l'entrée de l'unité de production.
d'une industrie. Donc cet élément, cette teneur, elle est recalculée tous les ans pour chaque pays européen. Donc c'est pour ça que chaque année, les pays doivent déclarer d'où proviennent leurs sources d'énergie, centrales électriques, centrales charbon, etc. Aujourd'hui, cette valeur est de 66 grammes de CO2 par kilowattheure livré à l'usine. Et enfin, l'actif, qui est composé donc du carbone fixé par la luzerne récolté pendant 2 ans, puisque les plantes fixent du carbone par la photosynthèse, mais également donc, du carbone stocké dans les parties aériennes non récoltées, qu'on appelle les collets, et les racines, la biomasse racinaire, puisque la luzerne a un pivot racinaire qui peut descendre jusqu'à 1,50 m, 2 mètres de profondeur, au moins en région Grand Est dans les sols de craie. Et donc, c'est une estimation de cette masse racinaire qui est réalisée là sur une profondeur de 1 mètre. Diapositive suivante. Donc, pareil, une baisse continue des émissions de carbone. Donc, les résultats de 2006-2007 montrent qu'on était en carbone consommé par tonne de produits finis, on était à 315 kg de carbone pour produire une tonne de luzerne déshydratée. 2008-2009, on a commencé à réduire cette quantité d'énergie consommée, de carbone consommé, en même temps qu'on a incorporé de la biomasse végétale, qu'on a poursuivi en 2016-2017. Et les 2 dernières campagnes, 2018 et 2019, montraient donc une forte réduction de l'énergie non renouvelable, donc notamment le charbon lignite ici, et au total des énergies du carbone consommé, on était à 155 kg par tonne au lieu des 315 kg initialement. Après. Diapositive suivante. Donc à l'actif du bilan, on a 542 kg de carbone par tonne de luzerne déshydratée. Donc ce carbone est bien le carbone qui est dans le fourrage récolté, mais aussi dans le carbone qui est maintenu dans le champ de l'agriculteur, dans la biomasse racinaire et les collets. Donc cette moyenne, c'est une moyenne qui est réalisée sur les 8 années de l'étude qui figure ici. Et c'est quelque chose qui est assez stable dans le temps, au moins en région Champagne-Ardenne, Grand Est, puisqu'on a une erreur d'estimation de 3 kg selon les années. Le bilan carbone, donc actif moins passif, qui s'améliore d'année en année. Donc 2006-2007, nous étions à un bilan qui était excédentaire de 218 kg par tonne de luzerne. Ce bilan s'est nettement amélioré sur les années suivantes, 2007, donc 2008-2009. Il a continué son amélioration pour, sur 2018 et 2019, présenter un excédent de 391 kg de carbone par tonne de luzerne déshydratée. Donc, on a quand même considérablement fait progresser ce bilan, grâce notamment donc aux évolutions techniques qui ont été citées par M. Guillemot tout à l'heure, mais aussi par la réduction, ça je ne l'ai pas encore évoqué, mais il y a en même temps eu des évolutions sur la température des lignes de production, puisque plusieurs lignes de production ont réduit la température de chauffe, passant donc de 700 degrés à 250 degrés pour pouvoir déshydrater le fourrage produit. Voilà, donc en termes d'indices, si on met en base 100 le bilan de 2006, donc on a les évolutions en base 100 2006, on voit que une forte augmentation des bilans liés à la mise en œuvre du préfanage au champ, d'une part, dans une première phase, et à partir de 2016-2017, le déploiement des fours biomasse qui a permis une augmentation significative donc, de l'incorporation de biomasse, en même temps qu'ont été mis en œuvre également des lignes de production à plus basse température. Et donc, voilà, le bilan est consolidé
Et alors qu'au début des années 2010, on pouvait estimer que l'année climatique ou les années climatiques favorables pouvaient avoir impacté les résultats obtenus. Aujourd'hui, avec la succession des étés relativement secs que nous avons, nous pouvons vraiment considérer que c'est bien l'impact des efforts faits au niveau du process de production qui contribue à cette amélioration et pas uniquement le climat, quoi. Diapositive suivante. Donc voilà, donc pour conclure, l'empreinte carbone de la filière luzerne s'est significativement améliorée dans la période 2016-2019, grâce d'une part à la performance des techniques de récolte, puisqu'on rentre aujourd'hui quand même des fourrages beaucoup plus secs qu'initialement qu'au début des années 2006-2007. L'orientation vers des process industriels moins énergivores, donc notamment en abaissant la température de déshydratation du fourrage. Ensuite, on a des efforts réalisés pour substituer l'emploi d'énergies non renouvelables, l'énergie charbon, par des énergies renouvelables. Donc, j'ai évoqué le bois, mais on peut également évoquer le miscanthus, puisque pour pouvoir se faire dans la durée, il a fallu également que la profession passe des contrats de fourniture régulière, tant en volume qu'en quantité, en volume qu'en régularité, pour pouvoir s'appuyer durablement sur cet effort de réduction du recours aux énergies non renouvelables. Et enfin, donc la mise en place d'une filière d'approvisionnement biomasse en volume et régularité, donc c'est ce que je viens d'évoquer. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Thiebaud. Donc, je vais conclure cette présentation avec un troisième volet en quelques minutes qui est destiné cette fois-ci à vous mettre en perspective en fait les enjeux, dans quoi s'inscrit cette analyse, à faire une véritable mise en perspective avec les enjeux qui sont les nôtres. Et quand je dis les nôtres, c'est pas seulement la filière luzerne, mais même le pays tout entier, donc la France et ses objectifs, de façon à ce qu'on situe comment, à quel niveau intervient la filière dans tout ce dispositif. Donc, je reviens en quelques mots. Éric Guimot, vous avez donné le début de l'histoire, qui remonte à une trentaine d'années. La filière envisageait donc de gagner quelques points. En fait, déjà, pour commencer, donc, avant de vouloir substituer de l'énergie, on essaye déjà de serrer toutes les vis. C'est toute bonne stratégie et comme cela, de gagner quelques points d'humidité de façon à économiser de l'énergie. Et donc, ce qui s'est passé donc, dans la deuxième partie de l'histoire, et vous verrez que nous, on a l'habitude d'en dénombrer 3 jusqu'à présent, c'est que la machine réglementaire telle que l'indiquait Éric Guimot s'est mise en marche, non sans tousser, puisque l'idée du protocole de Kyoto, c'était 97, et il n'a été mis en marche qu'une fois ratifié par un certain nombre d'acteurs en 2006. Et donc, toute cette période intermédiaire, la filière s'est attachée à anticiper un certain nombre de mouvements de fond et s'est engagé à préparer des engagements volontaires avec des objectifs ambitieux. Alors, un certain nombre d'entre vous qui nous suivaient régulièrement avaient pu à cette époque-là déjà suivre la mise en place et les résultats de tout ça. Pour que tout le monde puisse bien comprendre, remémorons-nous cette phase 2008. On est au début en fait de la mise en place de ce qu'on appelle ETS, qui est un système d'échange de gaz à effet de serre, c'est-à-dire le début des permis d'émission. C'est-à-dire que là, on a utilisé ces 10 années pour commencer à monétariser ces émissions sous ETS, c'est-à-dire ces émissions sous carbone fossile. Et donc, la France était engagée à cette époque-là à atteindre un objectif de stabilité pendant la phase du protocole de Kyoto entre 2008 et 2012. Et donc notre filière avait fort bien anticipé la situation, n'est pas tout de suite rentrée d'ailleurs dans ce dispositif, puisque elle avait engagé ses perspectives volontaires. C'est ce qu'on appelait les projets domestiques. Et donc deux projets domestiques tels que le citait donc Pascal Thiebaud, efficacité énergétique et énergie fossile biomasse ont été enclenchés. Alors, ça n'a pas empêché, on va voir les résultats de cela tout à l'heure,
que dès 2013, le secteur agricole a été rattrapé par ce dispositif européen de système d'échange de quotas, sans spécialement que ne soient prises en compte ces spécificités. Donc c'était un système, si vous voulez, qui avait été mis en place pour les grands énergivores, qui sont toujours d'ailleurs énergivores, les sidérurgistes, les cimentiers, qui travaillent, qui font des efforts également, mais le système a été transposé au secteur agricole sans prendre en compte donc les spécificités de celui-ci. Par exemple, Monsieur Thiebaud montrait son bilan actif-passif. Nous, dans ce système-là, on ne considère, en tout cas, on nous regarde que par notre passif, c'est-à-dire ce qui sort de la cheminée, et pas du tout les aménités qu'on peut apporter à côté. Alors, pendant cette période de 5 ans, la filière a pu quand même valoriser plus de 500 000 tonnes de réduction d'émissions de CO2 en 5 campagnes. C'est assez considérable puisque ça représente presque une année de campagne à l'époque par rapport à ce qui était fait en matière de consommation énergétique. Alors, dans le dossier de presse que Denis Le Châtelier vous circulera post-conférence, vous pourrez apprécier ces différents chiffres qui apparaissent ici, mais très rapidement, ce qui est saillant, c'est que vous voyez les grandes barres, là, ce sont en gros donc les produits humides qui rentrent, et les produits finis apparaissent sur les petites barres, et donc la résultante de tout ça, c'est le taux de matière sèche qui rentre en usine. Et vous voyez que les 25 époques de SNC Lavalin, là, qui sont par ici, 23-25%, ont été atteints. Les 5 points ont été gagnés très rapidement, donc 20% d'énergie dès 2011-2012 et la généralisation du préfanage à plat. Voilà. Alors, ce que vous voyez comme boss, là, Yann, ce sont peux-tu plutôt faire les... avancer la diapo suivante parce que moi, ça n'avance pas. Ah, ça ne passe pas. Pardon. C'est passé là? Pardon. Oui, c'est bien. Ah, un petit... voilà, excusez-nous. Voilà, elle est passée. Donc, je recommence. Donc, vous avez ici les grandes barres qui sont les produits verts et les petites barres qui sont donc les produits finis. Et vous voyez petit à petit qu'on rentre de moins en moins de produits verts pour toujours une production relativement stable. Donc, on était à 25% d'humidité au moment de SNC Lavalin, là, ici, en 2005, et les 30 points de matière sèche ont été atteints dès 2011, même dépassés, vous voyez, assez rapidement, une fois le préfanage à plat généralisé. Alors, ce que vous voyez après, ce sont des effets de saison. Nous travaillons des produits vivants, donc on ne maîtrise pas toujours tout. Et le fait que le taux s'emballe, ça, on ne peut pas garantir que ça restera toujours à ce niveau-là non plus, mais c'est lié en particulier aux années de sécheresse, plus qu'à des évolutions encore plus substantielles par la suite. Voilà. Alors, on en arrive à 2020 et c'est là que vos questions vont bientôt intervenir. Où en est-on aujourd'hui? Aujourd'hui, l'Europe affiche des objectifs ambitieux. Elle applique à notre secteur des outils qui sont plutôt inadaptés en termes de réglementation, mais retenons l'essentiel. Donc, vous voyez que cette filière travaille depuis plus de 20 ans sur ce sujet des émissions de gaz à effet de serre et que les objectifs européens, aujourd'hui sur la table, sont de deux natures. Émissions de gaz à effet de serre de l'Union de 40% en 2030 par rapport à 90. Et pour ce qui est du seul périmètre donc de l'industrie comprise dans l'ETS, ce sont les grands industriels, en tout cas les industriels émissifs, on va dire. L'objectif par rapport à 2005 pour 2030, c'est moins 43%. Ce que la filière affiche aujourd'hui en termes de résultats, sur cette même base, en tout cas ce sont les chiffres 2019, puisque vous imaginez bien que les chiffres 2020, on ne les a pas encore, base 2005, c'est moins 70%. C'est considérable, c'est largement au-dessus des objectifs européens qui sont fixés à l'horizon 2030. Néanmoins, nous sommes quand même mis en difficulté sur un certain nombre de points, puisqu'il y a cette fameuse directive qui monétise les échanges de quotas résiduels, et le dispositif se durcit à partir de 2021, puisque pour les secteurs qui n'auront pas été déterminés, alors c'est un peu complexe à comprendre, mais je vais le dire avec des mots simples, comme protégés d'un risque de fuite de carbone, qui est en fait un statut qui permet en fait de préserver un impact excessif de la réglementation européenne sur des secteurs qu'elle pourrait fragiliser. Et donc notre filière Luzerne, malheureusement, n'a pas été élue en dépit d'indicateurs très favorables. Alors on pourra répondre à des questions si ça vous intéresse par la suite, mais c'est un outil qui
qui fragilise le secteur économiquement. Donc on est de toute façon, vous avez pu le constater, on n'a jamais attendu d'avoir la réglementation pour avancer. Donc il est évident que nous cherchons de nouveaux leviers aujourd'hui. Ces nouveaux leviers, ils peuvent passer par les pouvoirs publics, ils peuvent aussi passer par des appels de fonds privés, puisque au point où nous en sommes de notre amélioration, de notre bénéfice environnemental, il faut quand même relever, moi je relève le chiffre de M. Thiebaud, 400 kg de carbone par tonne produite. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un secteur comme la luzerne déshydratée, de par son activité, de par son implantation, a un bilan positif de 1 million de tonnes de CO2 par an. C'est considérable. Le bilan français aujourd'hui, il faudrait regarder en détail les chiffres, et puis il y a des périmètres différents, mais il est à peu près à 300 millions de tonnes, toute activité confondue, les transports, l'agriculture. Donc c'est loin, tout ça pour 66 000 hectares. Donc nous avons légitimement, nous aspirons à ce que nous puissions continuer à travailler ces dossiers sans être fragilisés économiquement, hein, puisque tout ce qui part dans des réglementations telles que ETS est déduit de notre capacité aussi à rémunérer les acteurs, à rémunérer le paysan, et légitimement, si nous séquestrons encore davantage et que nous participons à l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050, nous pouvons envisager de monétiser soit de gré à gré par des fonds privés, ou soit d'une autre manière ces économies de carbone. Voilà. Voilà un petit peu ce que nous voulions vous dire en une vingtaine de minutes, en espérant ne pas avoir été trop dense, pardon, dans les informations que nous avions à vous communiquer. Voilà, merci Yann de ta présentation. Merci bien sûr Monsieur Pascal Thiebaud de votre présentation très claire, toujours très claire d'ailleurs, un grand merci. Ça laisse maintenant le champ à vos questions. Je suis désolé, c'est peut-être un peu technique, mais comme c'est technique, eh ben, les questions sont là pour répondre aux besoins d'éclaircissement. Donc la parole est chez vous. L'usage, c'est que vous appuyez sur le petit bouton « Levez la main » pour qu'on identifie les gens qui veulent s'exprimer. Et puis, si vous l'acceptez, si vous prenez la parole, branchez votre caméra pour qu'on vous voit. C'est toujours un peu plus convivial de faire cela, parce qu'on est tous maintenant à faire ces réunions Teams. Mais c'est très sympa aussi de voir les gens qui s'expriment quand ils ont quelque chose à nous dire. Voilà. La parole est à la communauté des journalistes. Si vous avez une question. Alors, nous avons une première question sur le chat, hein, comme ça lancera les hostilités. Donc, est-ce possible de valoriser, donc de Stéphanie Hérault, hein, donc, qui peut-être peut mettre sa caméra si elle veut se montrer, qui veut savoir si on pourrait valoriser les efforts par un label bas carbone. Alors, effectivement, donc je me permets de me lancer un petit peu là-dessus. Alors, c'est une piste. Alors, pour pouvoir utiliser un tel label, souvent la difficulté, c'est d'avoir mis en place un système que l'Europe appelle MRV. Alors, MRV, c'est un anglicisme, mais ça veut dire de surveillance, de rapportage et de vérification des données. Et c'est un point extrêmement important dans toutes les présentations qu'on vous a fait là, c'est que nous avons utilisé et nous avons sollicité, et nous les remercions d'ailleurs, le ministère de l'Environnement, enfin de l'écologie aujourd'hui, dès 2015, de façon à rentrer dans un système national d'inventaire qui existe, qui inventorie toutes les émissions de gaz à effet de serre, qui les vérifie et qui est expertisé par les Nations Unies, l'Europe, par tout un système d'acteurs derrière. Donc les chiffres que nous vous proposons ici, que nous avons projetés, sont publiés dans les inventaires nationaux. Ils alimentent les inventaires nationaux produits par le Centre national de référence des émissions dans l'air, qui est le CITEPA, et que je sais que Stéphanie Hérault connaît très bien. Donc nos données sont des données officielles, vérifiées. Hein, et donc si vous n'avez pas ça déjà pour faire une valorisation, pour en revenir à sa question, c'est très compliqué de massifier les efforts. Souvent, il y a des démarches remarquables qui sont faites. Ça demande de mettre une méthodologie au point. Ça demande de payer aussi des vérificateurs, de l'ingénierie. Et il faut avoir, il y a une difficulté pour massifier ces efforts. Ça ne rémunère pas assez parce que souvent, on n'est pas sur des quantités de carbone suffisantes. Donc, nous avons commencé, puisque nous essayons de faire cela à une échelle industrielle, nous avons commencé par mettre en place tous ces jalons. La méthodologie label bas carbone, portée par toute une série d'acteurs que je ne citerai pas ici, mais avec qui nous travaillons, se prête justement à ce que la luzerne tire son épingle du jeu.
il reste quand même un aspect important, c'est que ça fonctionne de gré à gré, donc il faut convaincre des acteurs privés de nous rejoindre. Hein, donc, et effectivement, donc là, nous ne sommes pas dans une relation B2C, nous, hein, on vend à des professionnels, hein, donc Desialis est présent ici et pourra éventuellement en dire deux mots, mais nous avons besoin de convaincre des grands industriels ou en tout cas des partenaires de bien vouloir nous rémunérer de gré à gré les efforts qui seront faits en matière de substitution pour que ce label bas carbone puisse porter ses fruits. Il y a une question qui est toujours sur le chat, Yann, qui est assez en déclinaison de ce que tu viens de dire. Est-ce que tu pourrais y répondre? Alors, je regarde. Pourquoi le bilan carbone et de la filière et environnementale de la filière ne prend pas en compte la partie renouvelable, carbone et énergie renouvelable? Autrement dit, pourquoi ne pas dissocier ce qui est renouvelable de ce qui ne l'est pas? Voici la question sur le chat, de la part de Frédéric Hénin. Alors, je ne sais pas si peut-être que M. Thiebaud veut commencer à dire quelques mots sur cet aspect-là, qui est un aspect méthodologique dans un premier temps. Moi, je vais juste répondre pour anticiper l'aspect réglementaire. Dans les rapportages internationaux, nous sommes tenus de séparer ce qui est renouvelable et non renouvelable. Et d'ailleurs, dans un dispositif que je vous citais tout à l'heure comme ETS qui monétarise les émissions, ne sont monétarisées que les émissions fossiles. C'est-à-dire qu'on considère qu'à partir du moment où les émissions proviennent de biomasse, même si dans l'absolu, brûler une tonne de bois va produire autant de... Enfin, en tout cas, brûler une quantité normée de bois va produire autant de quantité normée de CO2 que de charbon. Dans l'absolu, on considère que c'est un cycle qui est fermé, qu'on ne libère pas en fait de carbone supplémentaire. Voilà, donc la photosynthèse produit du bois, nous brûlons du bois et le cycle se ferme. À partir de là, il n'est pas sanctionné financièrement dans un dispositif tel que TS. On peut discuter de ça, d'ailleurs il y a des discussions en ce moment sur ces sujets-là, mais la réglementation actuellement est comme ça. Donc dans nos rapportages, nous séparons bien les deux. Pour ce qui est de l'aspect ACV tel que M. Thiebaud l'a présenté là, je le laisse s'exprimer. Oui, donc c'est vrai que le carbone des énergies renouvelables a été pris en compte là, dans le bilan qui a été présenté, mais le rapport que nous avons communiqué donc à M. Guillemot et M. Martinet propose également une partie bilan sans le carbone renouvelable. Et donc, bon, là, le chiffre éventuel, si jamais vous avez besoin du chiffre, on est autour de 445 kg d'excédent, si jamais on ne tient pas compte du carbone utilisé par la biomasse incorporée. Très bien. Est-ce que ça répond à la question de Frédéric, s'il veut mettre sa caméra et nous dire poussez-moi, c'est bien ou c'est moins bien, j'attendais plus. Frédéric, je vous cède la parole. C'est un échange. Alors, Frédéric n'a pas de caméra, mais il dit oui, merci. Je n'ai pas de caméra. Voilà. Bon, très bien. Donc, je crois que M. Thiebaud et Yann, vous avez parfaitement répondu aux attentes et à la question posée. D'autres questions sur ces aspects techniques qui sont forcément parfois un peu experts? Oui, bonjour, Adrien Cahuzac. J'ai levé la main là, mais je sais pas si. C'est juste le manager de la réunion qui les voit, les mains levées, c'est-à-dire Yann Martinet. D'accord. Pour bien comprendre, parce qu'effectivement, c'est un sujet un petit peu technique, quand vous dites que le secteur va être fragilisé économiquement, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et puis par ailleurs, la recherche de nouveaux leviers, est-ce que la nouvelle PAC peut être un nouveau levier? Est-ce qu'il y a des choses à aller chercher de ce côté-là? Pouvoir public, appel de fonds privés, est-ce que vous pouvez préciser voilà, ce à quoi vous pensez? Je ne sais pas si vous l'avez dit. Oui, Merci. alors tout à fait. Tout à fait. Merci pour ces deux questions très pertinentes. Alors, je n'ai pas voulu vous faire un flux d'informations dans la présentation principale, mais effectivement, quand on dit fragiliser économiquement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous payons en fait le prix du quota est fixé par un marché carbone, donc il y a un prix. Donc, si vous avez
suffisamment de quotas en fait qui vous sont livrés gratuitement à monnayer pour couvrir vos émissions, vous n'avez pas besoin de faire appel à ce marché. Mais dans sa 4e période, ETS organise la raréfaction des quotas gratuits, si bien qu'à partir de 2025, il faudra acheter la moindre tonne de carbone sur le marché. Et la valeur du quota, la valeur unitaire du quota, qui est aujourd'hui passée en quelques années de 5 ou 6 euros de la tonne de CO2 émise à 25, pourrait atteindre 50 euros assez rapidement selon certaines simulations de l'Europe. 50 sans être couvert du tout, ça pourrait vouloir dire 15 à 20 euros de la tonne de prix carbone si rien n'avait été fait, ce qui est complètement dramatique. Donc clairement, et sans pouvoir rien y faire puisqu'on n'observe que nos émissions. Voilà, donc ça, la fragilité économique, elle vient de là. En particulier puisque ce sont des choses qu'on ne maîtrise pas. Et de la même façon, on ne maîtrise pas, comme vous le savez très bien, le prix de vente de notre marchandise qui est fixé par des indicateurs globaux, des cours globaux. Donc il est impossible pour nos vendeurs de répercuter quelconque coût carbone sur le prix de vente de notre marchandise. Donc tout ça, c'est de la rémunération en moins pour nos producteurs. Qui dit rémunération en moins dit changement de pratique et certainement pas dans le sens positif pour les aménités environnementales. Donc ça, c'est pour l'aspect économique. Maintenant, sur l'aspect levier, nouveau levier, effectivement, il y a 2 axes. Alors, je vais laisser Éric Guimot répondre sur la partie PAC, parce qu'il est sur plusieurs dossiers en ce moment sur ces sujets-là. Je vais répondre déjà sur un autre aspect qui est de pouvoir public, c'est qu'on est régulièrement en contact et on travaille extrêmement bien avec des organismes publics. Je vais en citer un en particulier, c'est l'ADEME, qui a un certain nombre de dispositifs qui nous ont portés dans ces périodes déjà par le passé. Donc des fonds qui ont permis notamment d'équiper plus rapidement nos usines, parce qu'il ne faut pas vous imaginer, Monsieur Thiebaud l'a touché du doigt, que du jour au lendemain, on décide de mettre du bois à la place du charbon et ça tourne tout seul. Ce sont des investissements considérables qui ont pu être absorbés en partie grâce à l'aide de ces dispositifs. Alors je cite l'ADEME, je vais citer le dispositif aussi des certificats d'économie d'énergie qui est porté par la T2E en particulier. Et le ministère de l'écologie, de par l'opportunité qui nous a été offerte de mettre de la méthode carbone dans notre démarche. Voilà, c'est ça qu'on entend par les pouvoirs publics. Sur les fonds privés, on a répondu un petit peu tout à l'heure et je laisse Éric Guimot compléter sur l'aspect PAC. Donc il y a de l'espoir quand même. Donc. Oui, je vais pas parler sur l'aspect PAC, sur la valorisation, parce que ça ne touche pas l'aspect carbone. J'y reviendrai en conclusion sur ces aspects de rémunération des autres atouts de la luzerne. Je le dirai en conclusion, mais je veux vraiment insister et vraiment saluer l'action déterminante de l'ADEME sur la transformation de notre secteur pour être vertueux. Vraiment, vous entendez souvent le monde agricole se plaindre des administrations, peut-être ce que vous dites, on se plaint souvent. Et bien moi, en tant que directeur d'une organisation professionnelle agricole, je veux saluer vraiment l'action déterminante de l'administration française et de l'ADEME dans son volontarisme pour aider des secteurs à devenir des secteurs vertueux, ce que nous sommes devenus, je crois, depuis plusieurs années, avec, c'est vrai, une prise de conscience, mais c'est vrai aussi avec une méthodologie sans faille, où tous les chiffres de nos émissions industrielles ont été compilés par Yann Martinet, c'est son travail, et certifiés par les administrations, vérifiés et certifiés. Donc depuis 2001, tout ce que nous faisons en termes d'émissions a été certifié par l'administration française. Ça nous permet un dialogue beaucoup plus facile, beaucoup plus serein avec les administrations françaises. Alors si vous entendez souvent le secteur agricole se plaindre, moi je veux ici saluer l'action et le soutien déterminant de l'administration française sur ces dossiers. Bien évidemment, je ne vous cacherai pas que nous sommes mécontents, et vous m'avez entendu plusieurs fois le dire, de l'application du mécanisme européen qu'on appelle ETS, qui ne vise que les émissions, qui ne taxe que les émissions, oubliant que le secteur agricole ou agricole, industriel, eh bien, stocke du carbone et émet du carbone. Et notre souhait d'avoir vu ce secteur obtenir des adaptations
nous ne pouvons pas accepter sans arrêt d'être taxés, alors que nous... Bon, c'est un message que j'exprime, vous l'avez déjà entendu dire, sans succès, et ce sera toujours sans succès, parce que l'Union européenne ne veut pas changer ses règles, et ceci a un coût pour les agriculteurs, parce que tous les investissements que nous faisons, comme le disait Yann Martinet, ce sont des investissements qui ne portent pas de valeur ajoutée sur le marché. Et c'est très important de le dire, parce qu'à un moment donné où nous sommes avec des productions qu'on essaye de rendre attractives sur les paysans, on ne peut pas sans cesse amputer le revenu des agriculteurs pour être vertueux. Bon, on le fait depuis des années, parce que c'est obligatoire, sinon on coule. Mais ce n'est pas une méthode de gestion que l'on peut souhaiter comme étant durable. Voilà, je reviendrai après sur les autres rémunérations qu'on peut attendre de la part de la politique agricole commune. Alors, il y avait une question là sur peut-on estimer combien rapporterait la valorisation du carbone stocké? Donc là, typiquement, on pourrait être dans un dispositif, vous en avez cité un tout à l'heure, il y en a plusieurs hein, qui se mettent en place, label bas carbone. Ce qui se fait actuellement, c'est à peu près au niveau du quota ETS, c'est-à-dire que c'est plutôt 25 € à la tonne, hein, à la tonne économisée. Mais comme ce sont des engagements de gré à gré, ça peut varier. Mais on est à peu près dans ces eaux-là. Donc tout dépend de votre capacité à stocker. On a donné un peu de chiffres. À la tonne produite, on arrive à stocker 391 kg de carbone. C'est-à-dire qu'il faut multiplier encore x 3,6 pour avoir le CO2. Donc ça fait facilement une tonne à la tonne produite. Donc 25 € de la tonne produite. Voilà. C'est vraiment un calcul très rapide. Voilà, tout dépend du référentiel, du scénario de base que vous faites et de l'objectif que vous vous fixez. Donc, entre 25 et à l'horizon 2025, l'ambition de la Commission européenne est de faire en sorte que la tonne de CO2 soit taxée. Enfin, donc, on l'achète entre 50 et 65 €. C'est l'ambition, pour l'horizon 2025, sur le marché. D'autres questions ? Donc, la question a été rapportée sur un champ de luzerne, oui. Adrien a la main levée. Est-ce que c'est une nouvelle question ? Oui, une nouvelle question. Rebonjour. Toujours pour bien comprendre, en fait, donc aujourd'hui, vous nous présentez un état des lieux là, de votre filière par rapport au carbone. Et qu'est-ce que vous demandez en fait comme évolution à prendre en compte? Ça a été évoqué, hein, mais est-ce qu'il y a quelque chose vraiment de concret, un message fort que vous demandez au pouvoir public, par exemple? Il y a d'abord une chose. D'abord, on ne renonce pas à dire qu'on stocke du carbone. On ne renonce pas à dire que d'être taxé dans le cadre d'ETS est un non-sens sur la logique des choses. Puisque la logique des choses, ce n'est pas simplement taxer les émissions, mais ce serait de taxer un bilan. C'est de dire cela, c'est de dénoncer cette situation. Au moment même où on dit qu'il faut relancer les protéines en Europe, on dit là qu'il y a un problème, je dirais, de logique de politique publique. Mais ça, ce n'est pas un message nouveau. Aujourd'hui, ce qu'on vous présente, c'est une étude menée par l'INRA, une étude avec une méthodologie, avec la rigueur scientifique de l'INRA, pour être un observateur de nos pratiques et dire la luzerne déshydratée, ne nous jugez pas, et c'est un peu ce qu'on souhaite, ne nous jugez pas comme étant grands consommateurs d'énergie, allons un peu au-delà et disons que nous sommes aussi producteurs de carbone et que le bilan, il est positif. J'entends trop souvent, et c'est peut-être de notre faute, le secteur de la luzerne déshydratée, j'entends trop souvent des gens qui imaginent qu'on a des montagnes de charbon. C'est une image réelle, mais c'est une image du passé. C'est une réalité du passé, d'il y a 25 ans, 30 ans. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé et nous devons communiquer sur cette évolution et dire que notre réalité d'aujourd'hui, c'est surtout pas celle-là. Aujourd'hui, nous avons une évolution extrêmement positive et nous ne sommes pas encore à ce jour en train de vous dire quel est notre engagement
de réduction supplémentaire qu'on s'engage à faire d'ici 2025 ou 2030, là, je pense qu'on vous le dira d'ici janvier de cette année. Nous sommes en train de terminer notre projet stratégique Luzerne 2026 qui comportera un engagement clair, mais cet engagement, il est en train d'être finalisé par tous les acteurs, vous savez, entre les uns et les autres, hein, pour arrêter un pourcentage. Donc on aura un message très clair sur un engagement supplémentaire de réduction de nos engagements, de nos consommations d'énergie fossile. Donc ce que nous disons aujourd'hui, c'est vous avez ici les bases scientifiques et non pas un greenwashing, les bases scientifiques d'un discours qui démontre que nous ne sommes pas de mauvais élèves. Bien au contraire, Yann Martinet l'a dit, par rapport aux ambitions de l'Union européenne, nous avons largement dépassé ces ambitions. Et les ambitions, c'était à horizon 2030. Nous sommes en train de vous les dire, nos réalisations, à 2019. Nous sommes de bons élèves. Et ça, c'est ce qu'il faut dire, à tous les décideurs publics. Alors, c'est vrai que le discours sur ETS, aujourd'hui, est-ce que ça sert encore quelque chose de le dire? Je ne sais pas. Je ne crois pas, puisque on ne fera jamais changer la décision publique en la matière. Aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est la luzerne déshydratée est un excellent produit si on veut le considérer du point de vue du carbone. C'est ça le message que l'on voudrait distribuer aujourd'hui. Et que nous méritons le soutien public de l'administration dans un plan protéines. Ne nous regardons pas en disant « Ah, on ne peut pas les soutenir, ils consomment de l'énergie ». Si c'était ça, ce serait une erreur liée à une méconnaissance, à une mauvaise information. Et certainement, la mauvaise information, eh ben, c'est forcément de notre faute. Si les politiques publiques ne le savent pas, c'est parce que nous n'avons pas su communiquer. C'est l'objet de cette réunion. Communiquons sur nos résultats. Ils sont très positifs en la matière. D'accord. Juste un détail de sémantique. En fait, vous dites nous sommes producteurs de carbone. En fait, c'est stockeur. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça, d'accord. Ça peut être considéré autrement, producteur de carbone, quoi. Donc voilà. Merci. Alors c'est vrai qu'il y a toute cette ambiguïté du bilan actif-passif. C'est un peu perturbant quand on lit le document, mais effectivement, c'est ça. Je vois une autre question de Gabriel Omnes et d'une autre personne, mais je ne vois pas qui c'est. Yann ? Oui, bonjour. Oui, donc pour être sûr d'avoir bien compris, l'enjeu aujourd'hui, c'est de répéter que ETS pose problème et que ce n'est pas légitime et que c'est injuste pour la filière. Mais donc, c'est surtout de dire que malgré cette situation difficile liée à ETS, les efforts qui ont été faits font que vous avez droit de participer et d'être soutenu dans le cadre du plan protéines. Donc ça, si j'ai bien compris. Oui. La deuxième question quand même, c'est, vous le dites, ça fragilise la filière, ce plan ETS. Vous le dites aussi, on va le répéter, mais il y a peu de chances que ça bouge. Très concrètement, quels sont les risques que la filière soit fragilisée à un point problématique? Est-ce que vous envisagez par exemple des baisses de surface à relativement court terme à cause de cette ETS? Ou est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les pistes de travail, et notamment via la rémunération par le marché, peut permettre de tenir la filière? Pour y voir un peu plus clair sur les conséquences concrètes de cette fragilisation et des moyens que vous avez en face pour essayer de compenser, j'imagine, pour l'agriculteur, etc. On en est où aujourd'hui? Est-ce qu'il y a alerte rouge ou bien est-ce qu'il y a des éléments qui vont permettre de compenser ces difficultés ETS? D'accord, je vais essayer d'y répondre. D'une part, en vous disant que tout ce que nous avons réalisé en termes de réduction, ça a nécessité des investissements considérables et la biomasse a coûté beaucoup plus cher à utiliser que d'utiliser du charbon. Et comme le dit fort justement Yann Martinet, quand vous mettez cet argent-là dans des investissements qui ne rapportent pas sur le marché, lorsque vos coûts de production augmentent et que le marché n'en donne pas un euro de plus, eh bien, ça ampute le revenu de l'agriculteur. Vous le savez, la problématique de la relance des protéines en Europe, c'est d'abord la problématique de l'attractivité économique de ces cultures, que ce soit la luzerne, les pois, le soja, etc. Donc, nous avons sur l'ensemble des légumineuses un problème d'attractivité économique. C'est très clair. Alors, pour nous, dans le passé, ça a été très clair parce qu'on dépense notre argent à être vertueux parce que le citoyen le veut. OK, on vient d'en parler. Dans l'avenir, on continuera. Mais ça pose quand même un problème. Et le plan protéines nous dit, mais on est là pour vous aider à résoudre ce problème d'attractivité économique. Quelle a été la réponse jusqu'à présent de la politique agricole commune sur l'attractivité économique de la filière luzerne? Nous avions deux mécanismes qui étaient en jeu depuis
l'an 2013 avec la nouvelle politique agricole commune. D'une part, il y avait, et ça marche encore aujourd'hui, le mécanisme des surfaces d'intérêt écologique, et la luzerne a été l'une des très rares productions agricoles à être autorisée sur les surfaces d'intérêt écologique, avec un coefficient d'1 pour 1, c'est-à-dire 1 hectare de luzerne était égal à 1 hectare de surface d'intérêt écologique. Et pour les agriculteurs qui avaient le choix entre je dois mettre quand même X% de SIE sur mon exploitation, c'est soit je mets une jachère, soit je mets de la luzerne. En région Champagne-Ardenne, ça a été une réponse extrêmement positive. Je mets de la luzerne ou je maintiens de la luzerne, mettons-le, vous voyez, dans un sens ou dans l'autre. Première béquille au maintien de ces surfaces jusqu'à présent. Deuxième béquille extrêmement importante, ça a été le fait que la France a mis en application le régime du plan protéines actuel et débloqué un budget de 8 millions d'euros permettant des aides à l'hectare pour les producteurs de luzerne déshydratée, ce qui a donné des aides à l'hectare qui ont renforcé l'attractivité économique que j'évoquais jusqu'à présent. C'est le pilier, c'est la base du raisonnement. Et ce plan protéines, il se maintient jusqu'à l'application de la nouvelle PAC. Donc en 2023, nouvelle politique agricole commune qui va se mettre en place. Vous savez que c'est en train de finalisation en ce moment. Nous n'aurons plus en 2023 les SIE, les surfaces d'intérêt écologique, disparaissent comme mécanisme, première béquille que nous avions. Nous n'aurons plus de certitude sur une aide à l'hectare que nous avons aujourd'hui depuis 2013. Donc les deux béquilles qui nous ont servi disparaissent en application de la nouvelle PAC. Alors nous disons à Bruxelles, écoutez, il va falloir trouver des solutions. Parce que si votre plan, c'est de relancer les protéines, il va quand même falloir qu'on maintienne une attractivité économique suffisante pour les paysans. Parce que c'est bien beau de parler de protéines, mais si les gens ne gagnent pas leur vie, à un moment donné, ils vous disent, écoutez, voilà, je ne suis pas ennemi de ces grands projets, mais moi, je ne suis pas ennemi de mon porte-monnaie non plus. Donc voilà, très simplement. Donc nous, notre projet, c'est de dire que demain, il va falloir qu'on trouve une autre rémunération, c'est-à-dire peut-être des aides aux investissements que nous menons dans notre filière, tout comme dans les autres filières d'ailleurs. Il y a là un besoin de créer des filières et d'adapter les aides aux investissements pour tous les investissements environnementaux d'une manière générale. Tous ces investissements environnementaux doivent bénéficier du plan de relance. C'est clair, c'est ce qu'on demande, premier élément. Deuxième élément, on dit aussi qu'on a des défis de recherche, développement, innovation qui doivent faire l'objet d'attention particulière. Particulière et accessible, je le dis. Accessible. Nous ne sommes pas une filière avec une capacité à engager 2-3 millions d'euros de recherche. Nous sommes une filière de taille modeste. Donc, si les plafonds pour être aidés, c'est des sommes considérables, ce n'est pas en notre capacité. Enfin, nous disons aussi la prochaine PAC avec le mécanisme qu'on appelle EcoChem, EcoSkin, peu importe, doit aussi reconnaître les aménités de la culture pour venir renforcer l'attractivité économique. Alors j'espère que j'ai été complet et clair. Nous n'aurons rien sur ETS, nous pouvons geindre, comme on dit gémissant, gémission, mais ça n'apportera rien de plus. On le regrette, mais nous disons que nous sommes de bons élèves dans le cadre du plan protéines et nous sommes prêts à répondre aux attentes du ministère et de la société en la matière. Mais du coup, là, vous parlez des éco-régimes, vous dites que vous vous adressez à Bruxelles, mais est-ce que tout ça, l'enjeu n'est pas en fait au niveau du PSN? Et donc, est-ce que là, ce n'est pas vraiment au niveau des pouvoirs publics français que ça se joue et presque de l'intrafilière, en fait? Alors, moi, je considère que d'abord, la réglementation européenne doit permettre les choses, c'est le premier échelon. Dans la PAC, on doit autoriser un certain nombre de choses. Si la PAC autorise la rémunération pour une juste rémunération du service écosystémique de la luzerne ou des légumineuses d'une manière générale, ça devient un peu plus compliqué, mais peu importe, ça fait partie de la boîte à outils de la réglementation européenne. Ensuite, je vous rejoins totalement. Une fois que c'est autorisé par la boîte à outils réglementaire, eh bien, il appartient à chaque association nationale, dont Luzerne de France, de faire son travail envers les administrations nationales et régionales qui participent au PSN national pour expliquer qu'il faut obtenir une rémunération dans le cadre du PSN, du plan stratégique national,
des aménités positives de la luzerne. Hein, donc, deux échelons, être autorisé par la réglementation européenne et ensuite le décliner au niveau national. Et juste pour terminer, pour ne pas monopoliser, mais vous parlez du plan protéines qui va s'achever, un autre commence. Ce plan protéines, là, dans le cadre du plan de relance et dans le cadre des 2 ans qui viennent, ça va être annoncé très prochainement. Est-ce que vous savez d'ores et déjà si la luzerne est prévue dans ce plan-là qui devrait, de façon très concrète, être un peu plus détaillé dans les jours qui viennent? Oui. Alors, la luzerne n'est pas oubliée. N'est pas oubliée, mais c'est la luzerne en général. En général, hein. Ce n'est pas forcément la luzerne déshydratée. Et il n'y a pas de notre part de demande en la matière. Hein. La luzerne possède tous ses atouts, quel que soit son mode de transformation. Hein. Il n'y a pas de mauvais débat, je le dis, hein, très clairement. Et la luzerne déshydratée sera aussi un secteur qui sera aidé, notamment à travers les aides aux investissements. Les aides aux investissements de notre filière permettent la création de valeur ajoutée, et cette valeur ajoutée, eh bien, elle permet une meilleure rémunération des agriculteurs, mais surtout, elle permet d'obtenir des filières qui sont pérennes au service des éleveurs. Voilà, c'est ça le fait de faire des aides aux investissements dans des filières comme les nôtres, ou ailleurs, hein, ou dans d'autres secteurs des protéines végétales. C'est pour avoir des filières économiquement viables à terme. C'est pas pour faire un flux d'argent sur une filière qui, une fois que vous arrêtez ce flux d'argent, arrête la production. Notre souhait à nous, c'est de construire des filières économiquement viables de manière pérenne. Et c'est pour ça qu'on demande et qu'on justifie nos demandes d'accompagnement, d'aide aux investissements. Et moi, je suis très positif en la matière. Je dois vous dire que l'image de la luzerne, de mon point de vue, elle est extrêmement positive au sein du ministère de l'Agriculture. C'est un produit, vous le connaissez particulièrement bien maintenant, c'est un produit qui, au-delà de cet aspect carbone que nous avons souhaité mettre en relief aujourd'hui, qui a de très nombreux avantages, qui sont reconnus par tous les environnementalistes et par tous les scientifiques, sur la biodiversité ordinaire, sur la préservation, voire sur une dynamique de croissance de la biodiversité ordinaire. C'est une plante qui a toutes ses qualités pour la préservation de la qualité de l'eau. Beaucoup de raisons militent, je ne vais pas rentrer dans les détails, système racinaire profond, le fait qu'elle va extraire du sol le surplus d'azote avant de faire la synthèse avec l'azote de l'air. C'est aussi un système racinaire qui va rester dans le sol et alimenter la vie microbienne, qui va améliorer l'hydromorphie des sols, qui va lutter contre l'érosion. Tous ces éléments sont bien connus et validés par les scientifiques, les fonctionnaires et les environnementalistes, ce qu'on appelle le parti des Verts. Hein. Là-dessus, il n'y a aucun problème. On a le soutien de tout le monde et en ce sens, la luzerne est une plante qui est plutôt positive et plutôt bien ressentie dans les institutions publiques aujourd'hui. Il y avait d'autres questions? Adrien, est-ce que tu as... Voilà, tu as baissé ta... Non, tu n'as pas baissé. Ça veut dire que tu as une autre question, Adrien. Non, elle est baissée. Non, oui, désolé, j'avais oublié. D'accord. Peut-être une dernière question. Là, déjà 1h15 que nous sommes ensemble. Quelqu'un veut-il s'exprimer? Moi, éventuellement, j'en ai une petite dernière pour rebondir sur ce que vous venez de dire. C'est est-ce que là, aujourd'hui, il y a une crainte, vous avez rappelé tous les éléments extrêmement positifs de la luzerne et qui étaient reconnus comme tels. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une crainte que ça n'aille que vers la luzerne dans un cadre d'autoconsommation ou autre, mais pas vers la filière de déshydratation? Et que finalement, on soutienne la luzerne, mais qu'on empêche un soutien de la filière déshydratation? Alors, moi, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Mais je crois que quand même, il était important de dire que la luzerne déshydratée n'est pas un mauvais produit ou qu'on ne doit pas le condamner parce qu'on imaginerait que c'est un produit qui consomme de l'énergie fossile. Hein. C'était aussi l'objet de cette réunion, c'était de faire une mise au point. La luzerne déshydratée est un produit vertueux de ce point de vue-là. Ce n'était pas une pensée ou une déclinaison très évidente. Et là, il était important de faire ce point. Mais je ne crois pas que l'on puisse dire qu'on va ne pas donner de soutien à la luzerne déshydratée, car cela n'aurait pas de sens.
pas de sens avec l'action qui est menée depuis 2012, où il y a 8 millions d'euros qui sont investis par les pouvoirs publics, et s'il s'agissait d'arrêter, ils auraient dû arrêter depuis longtemps. Je veux dire, il y a une logique dans la continuité de l'action de l'État, donc je ne crois pas qu'il y aura un arrêt. Les choses vont devenir évidemment toujours plus difficiles avec le marché qui doit nous guider, c'est ce que nous faisons, c'est clair. Mais nous avons toujours besoin d'une action publique sur des cultures comme les légumineuses, et je ne parle pas que de la luzerne, je pense au soja, au pois, à la févrole, qui ont un besoin d'accompagnement pour maintenir leur présence dans les assolements français. Et là, je veux souligner l'action de Terre Univia, qui est l'interprofession des plantes riches en protéines, pour la promotion de nos valeurs et de nos demandes globalement. Oui, alors on a une nouvelle question sur le chat sur la rémunération pour carbone stocké par la luzerne par hectare. Alors, c'est un peu compliqué de donner un chiffre parce qu'en fait, tout dépend de l'assolement existant, si vous voulez, de l'agriculteur qui s'engagerait ensuite à mettre de la luzerne dans sa rotation, hein, puisque ce qui serait rémunéré, en fait, ce serait le différentiel entre ce qu'il est capable de stocker avec son assolement actuel et ce que la luzerne peut lui apporter. C'est-à-dire qu'on va lui demander de faire un scénario de référence qui est son exploitation à un moment X et un engagement luzerne qui lui permettrait sur un assolement de faire un gain, un différentiel par rapport à ça, et c'est les tonnes améliorées qui lui permettraient d'être rémunéré. Alors, une tonne, alors si on prend dans l'absolu un rendement moyen, alors ça dépend si vous êtes en Champagne-Ardenne ou d'autres régions, mais 10 tonnes de matière sèche par hectare à peu près, donc 11 tonnes de produits par exemple, donc potentiellement en faisant 11 tonnes, donc Monsieur Thiebaud nous disait on a un bilan positif de 400 kg de carbone par tonne produite, donc ça fait à peu près une tonne de CO2 par tonne produite, donc 12 tonnes par hectare, donc potentiellement on est sur des sommes de plusieurs centaines d'euros en absolu, 200, 250, duquel il faudrait déduire ce qu'il existe déjà. Mais en tout cas, ça peut être une rémunération importante, significative. Alors, dans le cadre du plan protéines actuel, les aides accordées aussi, selon les années, entre 120 et 150 euros, 160 euros de l'hectare. Donc là, on serait sur des chiffres qui seraient comparables. Voilà. Mais voilà, encore une fois, il faut avoir l'assolement, il faut faire un scénario de référence, et c'est bien ça qui coûte cher et qui est difficile à mettre en place actuellement. Ok, je compléterai en disant que l'introduction de luzerne dans un plan d'assolement qui n'aurait pas de luzerne, c'est évidemment beaucoup d'azote minéral en moins. Et l'azote minéral, vous le savez, on peut le convertir en carbone, en gaz à effet de serre. C'est aussi un des points supplémentaires que l'on pourrait mettre. L'introduction de luzerne. Et là, ça renvoie à un travail excellent réalisé par l'INRA. Je ne me souviens plus de son nom, Marie-Hélène, je ne sais plus. Monsieur Thiebaud va me renseigner. Marie-Hélène Clement, qui a fait cet excellent travail. Pardon ? Oui, Marie-Hélène Geoffroy. C'est ça, oui, qui a fait un excellent travail sur l'effet de l'introduction des légumineuses sur les plants d'assolement, mais qui a fait son travail uniquement sur les légumineuses graines et qui n'a pas mis dans son scope la luzerne, bon, mais autrement, voilà, qui a fait un gros travail en la matière. Donc, et qui met notamment l'aspect de la diminution de l'apport d'azote minéral. Hein, c'est un élément extrêmement important. Écoutez, je crois qu'on arrive au terme de cet échange. Hein, pour ne pas vous retenir, on avait mis un timing parce que je sais votre temps extrêmement compté. Nous sommes à votre entière disposition si vous avez des questions supplémentaires. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons vous adresser cet enregistrement qui vous parviendra par WeTransfer si c'est un peu lourd, hein, de manière à ce que vous ayez l'ensemble de cela, ainsi que les documents et le communiqué de presse. Et bien sûr, je ne peux conclure ces travaux sans vous inviter tous, chacun, à venir nous visiter, la réalité de notre travail dans nos usines, dans notre filière, depuis le champ, la récolte, son transport, la transformation dans l'usine, jusqu'à l'expédition vers le consommateur. Donc, vous inviter pour la prochaine campagne à venir nous voir
et constater que notre filière est une filière qui mérite toute l'attention que l'on connaît, que l'on revendique aussi. Donc vraiment, vous êtes les bienvenus et on se mettra à votre disposition. Nous avons des usines, vous l'avez vu dans la cartographie, bien sûr en Champagne-Ardenne, mais dans d'autres territoires. On vous laissera chacun nous dire quelle est l'usine que vous souhaiteriez visiter. Vous êtes les bienvenus. Nous avons plein d'autres aménités sur notre culture. Nous avons, bien sûr, je l'ai dit, le souhait que ces aménités soient rémunérées. Le marché ne peut pas rémunérer l'ensemble des choses. Le consommateur a des contraintes et surtout une volonté d'économiser sur le poste alimentaire, quoi qu'on en dise, alors que le consommateur souhaite que l'ensemble des secteurs de l'économie soient vertueux. C'est parfois un peu contradictoire et il appartient aux puissances publiques d'essayer de résoudre cette équation. Donc, je dirais sur ces mots, nous allons conclure, sauf s'il y a d'autres questions, et je tiens à saluer et remercier les deux intervenants, bien sûr, M. Pascal Thiebaud pour son intervention toujours très claire, et Yann Martinet. Un grand merci à tous, et on se retrouve quand vous le souhaitez, en réunion bilatérale ou en visite d'usine. Un grand merci. Merci. Merci à tous. Merci. Merci.